qu'on essaye peut-être d'éteindre la lumière pour faire le test et voir si vous le voyez encore bien. Surtout pour que l'écran, en fait, peut-être soit... Voilà, est-ce qu'on discerne encore? Faisons comme ça. Comme ça, je serai dans une lumière un peu fantomatique en plus, donc on sera bien dans l'ambiance. Donc l'idée, c'est effectivement, dans un intervalle d'1 heure, de vous permettre de découvrir le merveilleux scientifique. Alors je sais que parmi vous, il y en a déjà qui connaissent assez bien ces textes, donc je suis désolée d'avance pour eux, ça va être du réchauffé, du déjà connu, mais voilà, j'espère que pour la plupart d'entre vous, ça va être quand même une découverte. Donc je vous ai mis une très belle image en ouverture, c'est un petit extraterrestre, on aura l'occasion de le rencontrer à nouveau. Et pour vous dire donc 2 mots sur moi, je suis actuellement post-doctorante au CNRS. Je termine un post-doctorat qui était consacré au fakirisme, et c'est pour ça que vous avez tout à droite un fakir qui s'appelle Tarabet, qui tentera de magnétiser une jeune femme. Et puis sinon, j'ai publié assez récemment, effectivement, Voir l'invisible, histoire visuelle du mouvement merveilleux scientifique, qui est donc l'ouvrage issu donc, des travaux de thèse que je vais vous présenter en accéléré aujourd'hui. C'est donc ma thèse compactée. Et puis j'ai aussi publié Mercredi Adams, icône gothique aux impressions nouvelles. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur d'autres supports, y compris La 7e Obsession, qui est une revue de cinéma et de séries. Et on a fait par exemple un hors-série récent sur X-Files qui pourrait vous intéresser si vous aimez la science-fiction. Et puis j'écris aussi assez régulièrement pour les cahiers de la BD. Là, vous avez par exemple un hors-série sur Gaston Lagaffe. Et j'interviens aussi dans le dessous des images d'une émission que je vous recommande assez fortement sur Arte, qui aide à décrypter les images. Et vous allez voir que là, lors de mon intervention, les images ont vraiment un rôle prépondérant. Donc là, c'est à nouveau l'ouvrage dont je vous ai parlé, que vous avez vu de manière physique. Et c'est précisément le sujet qui va donc nous occuper pendant cette petite heure, ce fameux merveilleux scientifique. Alors, quand j'étais en thèse, en 2014 déjà, je sais que ce terme-là ne voulait pas dire grand-chose à grand monde. Et donc, généralement, ce que je disais, c'est non, même si vous n'avez jamais rencontré cette expression, vous connaissez du merveilleux scientifique. Parce que pour beaucoup, vous avez peut-être déjà vu les différentes adaptations des Mains d'Orlac. Là, je vous en ai mis 2 exemples, dont la célèbre adaptation avec Peter Lorre, qui est complètement endimanché dans un espèce d'attirail de cyborg. Eh bien, tout simplement, ces 2 films-là sont adaptés d'un des romans principaux de Maurice Renard, qui se trouve être Les Mains d'Orlac, qui nous raconte qu'un pianiste du nom de Stéphane Orlac connaît un accident de train, ses mains sont sectionnées, et un savant fou, tout simplement, propose de lui regreffer des mains, et pauvre de lui, il se demande s'il n'est pas devenu criminel, parce que ce sont les mains d'un assassin. Je ne vous raconte pas la fin du roman, mais là, on est totalement dans un roman qui nous donne une atmosphère merveilleuse scientifique, et vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi. Donc, qu'est-ce que c'est le merveilleux scientifique ? On peut dire très simplement que c'est une forme de science-fiction ancienne, mais nous, ensemble, on va essayer un petit peu de pénétrer ce genre et de voir quelles sont ses influences, ses grands ennemis déclarés. Alors, la grande tête pensante du merveilleux scientifique, c'est Maurice Renard, que vous voyez ici représenté devant un stand de livres. Là, il est en train de poser devant un roman qui s'appelle Lui, c'est un roman policier. Et là, vous avez un extrait d'un de ses textes manifestes qui est publié dans une revue symboliste qui s'appelle Le Spectateur. 1909, c'est une date vraiment importante parce que c'est la date de publication de ce texte manifeste. Et un manifeste, comme pour tout mouvement artistique, ça se veut vraiment être un acte fondateur. Et c'est une manière pour Maurice Renard de dire, non pas j'invente un genre, il est un peu plus subtil que ça, mais de dire, moi, écrivain, je reconnais une nouvelle sensibilité littéraire que j'ai envie de qualifier de merveilleux scientifique. Et donc dans ce texte, qui fait quand même un certain nombre de pages, il va tenter de donner une définition de ce mouvement, de ce genre. Vous en avez ici un extrait assez significatif. Il nous dit donc « Le roman merveilleux scientifique est une fiction qui a pour base un sophisme, c'est-à-dire que c'est un texte qui a l'apparence du vrai, mais qui nous raconte totalement le faux. Il a pour objet d'amener le lecteur à une contemplation de l'univers plus proche de la vérité. » Et ça, c'est assez intéressant à garder en tête. Il y a vraiment une portée philosophique qui est très prégnante dans les textes du merveilleux scientifique. Et surtout, comme moyen, on applique des méthodes scientifiques pour étudier non pas ce qu'on connaît, mais plutôt l'inconnu et l'incertain. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très gourmand comme définition. Ça déborde par tous côtés. Mais si on devait retenir certains aspects, c'est que le roman merveilleux scientifique, il doit absolument être vraisemblable
et crédible, et il doit dessiller le regard de son lecteur. Il le dit vraiment ad nauseam à mesure de ses manifestes, il en publie à de nombreuses reprises, pas seulement celui-là. Il dit toujours, moi en tant que romancier, j'ai une ambition très grande, c'est qu'après avoir lu un de mes romans, en le refermant, on voit le monde présent autrement. Non pas l'an 3000, l'an 4000, on s'en fiche du futur. C'est vraiment l'urgence du présent, comprendre ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, en science-fiction, les signaux faibles. Comprendre, en fait, quelles sont ce qu'il appelle les menaces imminentes du possible. Alors, évidemment, comme tout bon manifeste, on se reconnaît des cousins, des homologues, des ennemis. Et là, je vous ai mis une image de nébuleuse, parce que c'est une métaphore que j'utilise souvent pour tout simplement qualifier le merveilleux scientifique. C'est cette espèce de nuage un peu indéfinissable. Et donc, il y a tout d'abord des sources et des influences. Vous avez par exemple Robert Louis Stevenson, et c'est pas tellement tout ce qui va toucher à la piraterie qui va intéresser Maurice Renard, c'est plutôt évidemment l'étrange cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Parce qu'on est dans un texte un peu hybride où on ne sait pas s'il s'agit de schizophrénie ou plutôt d'un sérum qui permet de révéler le monstre qui est en nous. On a évidemment J.H. Ronier-Né, qu'on connaît pour La Guerre du Feu, mais qui a écrit aussi tout un tas de textes importants dans ce sillage du merveilleux scientifique, comme par exemple les Xipéus, qui était aussi connu sous le nom de Cataclysme, une histoire très curieuse d'êtres peut-être extraterrestres qui se combattent contre une peuplade un peu ancienne. On a Edgar Allan Poe, et ça peut peut-être étonner, mais en fait là, les textes qui intéressent Maurice Renard, c'est plutôt les textes magnétiques, ces textes très curieux où on va avoir un drôle de savant qui garde un corps en suspension grâce à l'hypnose. Et ça intéresse vraiment Maurice Renard, on va le revoir dans d'autres slides, cette possibilité tout simplement que science et pseudosciences communiquent, échangent leur savoir, c'est vraiment quelque chose qui nourrit ce genre. Guy de Maupassant, étrangement, il ne sera jamais nommé dans les manifestes, et pourtant c'est absolument certain qu'un texte comme le Horla, il a infusé dans ces imaginaires-là. Le Horla, il existe sous deux versions, et vous vous rappelez peut-être que quand on lit ces deux versions, on est troublé parce qu'on ne sait pas en vérité. Cet être étrange, cette créature venue des étoiles, c'est comme ça que le narrateur l'appelle, on ne sait pas si c'est tout simplement notre narrateur qui est devenu fou et qui se croit persécuté par un double un peu schizophrénique, ou est-ce que véritablement c'est une créature, un fantôme, un être venu des étoiles comme il le propose. Et ça passionne beaucoup d'auteurs merveilleux scientifiques qui imagineront, je pense par exemple à John Antoineau, qui imaginera premier prix Goncourt en 1903, si ma mémoire est bonne, tout simplement que quelqu'un interné en asile psychiatrique se réveille habité par un extraterrestre qui voulait vérifier l'habitabilité de la Terre. Et puis un autre grand monsieur, c'est H.G. Wells, qui lui va vraiment avoir une influence totale sur Maurice Renard, même si au fil de sa carrière, Maurice Renard s'en mordra les doigts, puisque quand on lit la critique d'époque dans la presse de tous les jours, on se rend compte que très souvent, quand on parle de Maurice Renard, on dit Maurice Renard, le petit-fils de Wells, le cousin de Wells. Et donc il est toujours dans une forme d'ombrage, au point que dans ses archives, on retrouve souvent des notes amères, où il dit moi je voulais faire un roman scientifique plus abouti que Wells, et donc j'ai pas fait du Wells, j'ai fait mieux que lui. Et donc il y a beaucoup d'amertume autour de cette figure de Wells qui plane sur lui, mais en tout cas ce qui plaît beaucoup à Maurice Renard chez Wells, c'est l'ambition de ses textes. Des textes comme La Guerre des mondes, des textes effectivement comme La machine à explorer le temps, c'est des textes d'envergure, et ça fascine vraiment Maurice Renard. Alors, quand je parlais de ma thèse à l'époque, on me disait toujours « Ah oui, merveilleux scientifique, c'est Jules Verne ». Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Jules Verne, c'est même un ennemi déclaré de Maurice Renard, et il ne s'en cache pas. Il faut vraiment s'imaginer que là, on est en 1909, Jules Verne est décédé en 1905, donc évidemment, dire qu'on veut renouveler le roman d'aventure scientifique, c'est une mission énorme que se donne Maurice Renard, et il faut développer une stratégie. Et sa stratégie, ça va être tout simplement de faire un parricide. Il va dire Jules Verne, non, moi je ne fais pas du tout du Jules Verne, et en plus de ça, je trouve que Jules Verne, il a échoué. Et ça, c'est une note très curieuse que j'ai trouvée dans ses archives. Il met de manière totalement lapidaire le roman scientifique a failli advenir par deux fois, Jules Verne et Wells, et ça a été un échec. Et il souligne échec, échec. Et il y a une autre note que j'avais trouvée très savoureuse, il dit « Mon projet, c'est quoi ? Démolir Jules Verne ». Là, il le dit vraiment de manière vraiment frontale. Alors, il l'explique avec un peu plus de nuances. Il dit selon moi, Jules Verne, il n'a jamais écrit une seule phrase de merveilleux scientifique. Il a fait du roman d'aventure scientifique. La grande différence qu'établit Maurice Renard, c'est tout d'abord le public.
Jules Verne écrivait, alors évidemment on le sait, sous la houlette de Pierre-Jules Hetzel, c'était des œuvres qui étaient drivées par son éditeur, mais tout de même ces œuvres étaient plutôt destinées à des livres d'étrennes, à un public plus jeune, à du divertissement et surtout à de la vulgarisation scientifique. On sait que Jules Verne, il se rendait en bibliothèque, il allait recopier des pans entiers d'ouvrages et on les retrouve comme tels représentés dans ses romans. On doit quand même vous donner une représentation de la science qui est crédible parce qu'elle est en grande partie basée tout simplement sur les connaissances du temps, même si on s'autorise l'extrapolation. Et ça, Maurice Renard, il dit, moi je ne peux absolument pas faire ça. Je ne vais pas recopier 10 pages d'un roman, d'un essai de vulgarisation scientifique pour vous enseigner des rudiments scientifiques. Ce n'est pas le but donné à mon roman. Et de même, Maurice Renard, il faut savoir qu'il était d'une famille plutôt de notables, même s'il va être désargenté un peu plus tard dans sa carrière, mais il se donnait une haute ambition. Il voulait vraiment faire presque de la philosophie dans l'espace du roman. Donc pas question de divertir, pas question d'avoir rebondissement après rebondissement, pas question non plus de faire le voyage autour de la Terre, d'avoir des histoires d'amour. Non, 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 ça c'est une perte de temps. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'idée philosophique qu'il propose, et évidemment, je vais vous en présenter certaines. Pour autant, il faut bien garder en tête qu'on aura tout un tas de cousins et de suiveurs de Jules Verne. Le merveilleux scientifique ne va pas être prédominant dans le roman d'imagination scientifique du début du XXe. Il y aura tout un tas de tendances, et en fin de compte, le merveilleux scientifique, c'en est une parmi d'autres. Et on aura même certains auteurs dont certains romans pourraient être merveilleux scientifiques, qui en fait vont totalement se reconnaître dans les romans de Jules Verne et vont continuer à écrire des romans d'aventure scientifique à la Jules Verne. Et je vous ai mis différents auteurs, Paul Divoye, René Thévenin, Gustave Le Rouge, qui était surnommé le midinette, le Jules Verne des midinettes. Pardonnez-moi, c'était assez... la part de la critique, c'est un peu doux amer cette expression. Et puis par exemple, Henri Graffini. Donc il y aura encore tout un tas d'auteurs, Louis Bousnard, je pourrais en citer tout un tas, qui continuent à faire des romans verniens et ça leur pose aucun problème. Si vous voulez creuser ça, à la Bilipo, vous avez par exemple ces 2 exemplaires du Rocambole qui justement traitent de ces questions de suiveurs, de cousins de Jules Verne, et ça vous permettra d'en apprendre un peu plus. Il y a un autre monsieur du roman d'imagination scientifique qui vient souvent à l'esprit quand on parle de science-fiction ancienne au début du XXe, c'est Albert Robida. Albert Robida, on le connaît notamment parce qu'il était à la fois illustrateur et auteur de ces textes, et c'est généralement des textes, pour beaucoup, satiriques, drôlatiques, on est presque dans des physiologies qui sont mis au goût du jour, où en fait, tout simplement, quand il écrit en 1880, il décide de déplacer son intrigue dans les années 1950, mais on retrouve un peu comme à la manière d'un roman à clé, des personnages de son époque, il s'en amuse, il les critique, à travers tout simplement un cadre qui est effectivement un cadre de science-fiction, où l'électricité tient une grande place, on a nos héros qui sont pris de nervosisme à cause de l'électricité qui les rend un peu fous, et on a surtout le téléphonoscope, ce fameux grand miroir de cristal qui permet de voir au loin, de regarder les actualités, d'aller à l'école sans bouger de son lit. Enfin voilà, ça c'est vraiment l'invention d'Albert Robida. Et puis je vous le donne dans le mille, Maurice Renard, de la même manière, il dit Albert Robida, j'en veux absolument pas parce qu'il est drôle, et moi mon roman il est sérieux. C'est un roman crédible, vraisemblable, et c'est pour ça que vraiment Maurice Renard s'échine à faire de manifeste après manifeste. Il fera partie de la Société des gens de lettres, il a beaucoup écrit de critiques littéraires, il a vraiment une grande ambition pour son genre littéraire, et je vous donne dans le mille, si pour beaucoup vous ne connaissez pas ce genre, c'est que sa mission n'a pas tout à fait porté ses fruits, mais en tout cas vous voyez à l'époque déjà il avait une vision intéressante, il essayait vraiment de se positionner par rapport à ce qui se faisait, et essayait de marquer une rupture en tout cas avec du divertissement, et avec le roman d'aventure scientifique. Il y a, à mon sens, une distinction importante entre le roman vernien et le roman merveilleux scientifique, et elle réside selon moi dans l'idée de voyage. Vous le savez, les romans de Jules Verne, ils étaient pour la plupart publiés sous l'estampille de voyage extraordinaire. On peut le comprendre sous tout un tas de phénomènes et d'apparences, mais peu importe. Paul Divoye aussi parlait de voyage excentrique. Eh bien, Maurice Renard, il va nous proposer une autre forme de voyage, et c'est plutôt celle du voyage immobile. C'est une des propositions majeures des romans merveilleux scientifiques, c'est vraiment de dire, c'est plus nécessaire de faire le tour du monde, de répondre à un pari, de faire aventure après aventure, de prendre plein de moyens de transport pour revenir à mon point A. C'est vraiment le principe des voyages Kirkoum terrestres, typique de Verne. En fait, dans le roman merveilleux scientifique, je reste à mon endroit connu, et je modifie une seule loi, physique, chimie ou biologique, et en fait ça bouleverse complètement mes conceptions et ça me fait découvrir un nouveau monde. Exemple très simple, vous devenez invisible, eh bien
tout simplement, vous allez interagir différemment avec votre espace. Vous n'êtes plus vu de vos amis, mais vous pouvez agir d'une autre manière. Vous devenez miniature, et bien vous découvrez que le monde des insectes, c'est peut-être un monde de monstres, et qu'un petit brin d'herbe, c'est une forêt. Donc il y a toujours cette ambition, tout simplement, vous voyez, de vous arracher à ce que vous connaissez, mais il n'y a pas besoin d'aller dans des terres très lointaines. On est plutôt dans des logiques qui vont toucher à l'infiniment grand, à l'infiniment petit. Et c'est vraiment dans le récit merveilleux scientifique l'idée de vous dire quelque part, eh ben, la terra incognita, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour la découvrir, elle est dans ce qui nous entoure, et précisément aussi dans les strates invisibles, dans les mondes intercalaires. On a vraiment tout ce potentiel des mondes invisibles. Alors là, je vous ai mis un petit florilège d'auteurs assez caractéristiques du merveilleux scientifique. J'attire votre attention tout de même sur le fait que le manifeste de Maurice Renard, contrairement à beaucoup de mouvements artistiques qui lui sont contemporains ou qui lui suivent, hein, comme le mouvement Dada, surréaliste et autres, c'est pas un manifeste où 40 personnes sont venues apposer leur signature. C'est Maurice Renard qui, nominativement, le publie en son nom, reconnaît des homologues, des ennemis, etc. Mais on aura assez difficilement un grand mouvement qui va se former où les auteurs diraient « Ah oui, mais moi je me reconnais totalement là-dedans, je suis un auteur merveilleux scientifique ». Ce qui va permettre d'identifier les auteurs vraiment de cette nébuleuse, c'est leur publication dans des collections qui vraiment éditent du merveilleux scientifique, c'est aussi leur participation à des prix et à des sociétés littéraires. Et là, c'est vraiment un gros travail en fait de dépouillement de presse. Donc grâce à ça, je découvre qu'il y a eu tel repas organisé par Pierre Lafitte, Jean-Joseph Renaud était assis à côté de Maurice Renard, et il y a un journaliste qui, en une petite phrase, dit que la discussion était très enflammée, très agitée. Et donc, on arrive grâce à ça à retracer les sociabilités, mais il faut vraiment se dire que quand on travaille comme ça sur un genre littéraire un peu oublié, un peu occulté par l'histoire littéraire, eh bien forcément, on raconte une histoire un peu parcellaire. Et donc forcément, ce sont des strates qui peuvent évoluer à travers le temps. Et donc là, je vous présente certains auteurs qui nous sont parvenus et qui ont survécu en fait à l'occultation de l'histoire littéraire. Et vous avez en vrac André Couvreur et Michel Corday. André Couvreur, c'était un médecin. Vous avez Jean de La Hire, un grand auteur de romans d'aventure et vraiment le fleuron du journal Le Matin. Vous avez Maurice Leblanc, que vous connaissez bien pour Arsène Lupin. Eh bien, il a écrit des romans pouvant être interprétés comme merveilleux scientifiques. Encore une fois, André Couvreur, le médecin qui nous parle ici de microbes géants qui détruisent Paris. Vous avez Gustave Le Rouge avec le prisonnier de la planète Mars qui nous raconte, c'est une espèce de Robinsonade, un autre personnage est envoyé sur Mars et il tente de survivre comme il peut. Vous avez Octave Béliard, un médecin lui aussi, le décapité vivant, le titre est très explicite, c'est une expérience de greffe très étrange où on greffe la tête d'un décapité sur un gorille. Vous avez Maurice Renard, que je vous ai déjà cité avec Le Péril Bleu, un récit d'enlèvement extraterrestre qui pose vraiment les questions de pyramide du vivant, qui est complètement restructuré par le fait que tout simplement nos extraterrestres surnommés les servants, ils ne comprennent pas que les humains, ils ressentent la douleur, et ils sont persuadés par exemple que les oiseaux sont en haut de la chaîne alimentaire puisqu'ils volent, ils sont dans les nuées, et que forcément du coup ça doit être les dominants de cette planète. Et par exemple, ils pensent qu'une femme avec une police, eh bien, elle peut se reproduire avec un gorille. Enfin, il y a tout un tas de choses très curieuses qui se passent, mais en tout cas c'est un roman qui est assez intéressant sur la question de prise de recul par rapport à nos modèles de pensée de l'époque. Et puis vous avez aussi par exemple Guy Terramont, ici c'est l'homme aux yeux de tigre, alors là vous avez deviné, c'est un homme qui reçoit les yeux de tigre, et ça lui permet notamment de voir dans l'obscurité. Alors évidemment, si la conférence a lieu ici, c'est aussi parce que le merveilleux scientifique, il s'inscrit très fortement dans ce qu'on appelle le roman populaire. Alors on n'aura pas le temps ensemble vraiment de rentrer dans le détail de cette appellation, elle peut poser problème, moi je la trouve parfois inadéquate pour décrire effectivement certaines productions littéraires, mais elle a l'avantage en fait de décrire un grand ensemble qui était publié majoritairement dans les collections que vous voyez ici. Le merveilleux scientifique, bien qu'aucun auteur ait vraiment dit « je signe ce manifeste, je me reconnais à 100%, je suis un auteur de merveilleux scientifique », eh bien, ils avaient tendance à publier un peu tous dans les mêmes collections, chez les mêmes éditeurs. Et là, vous avez par exemple Albert Mérican, Ferenczi et Fils, Jules Talandier, Pierre Lafitte, pour en citer quelques-uns. Et très souvent, ces collections, c'est là aussi peut-être la raison pour laquelle le merveilleux scientifique n'a pas survécu au passage des années, c'est qu'il n'y a pas une collection qui s'appelait Le merveilleux scientifique. C'était publié plutôt dans des collections qui s'appelaient Récits mystérieux, Voyages et aventures, Aventures autour du monde, etc. Et donc de fait, ils ont été noyés aussi à côté de textes qui n'appartenaient pas forcément au merveilleux scientifique. En tout cas, vous voyez, je vous ai mis quelques références d'ouvrages intéressants à consulter sur le roman populaire. Je termine juste ma parenthèse sur la problématique du roman populaire.
c'est vraiment à partir des années 70, hein, il y avait eu un gros colloque à Cerisy, il y avait eu beaucoup de travail fait, bon là vous avez différents noms, hein, Daniel Compère, Yves-Olivier Martin, mais le problème effectivement, en tout cas à l'université du roman populaire, c'est que c'est toujours la même stratégie. Quand on dit travailler sur le roman populaire, on le distingue d'une autre forme de littérature en considérant que c'est peut-être, je déteste cette expression, c'était Daniel Koignas qui l'utilisait, une paralittérature, une infralittérature, comme si elle n'était pas à la hauteur de ce qui se faisait à l'époque. Et il faut vraiment s'imaginer que là, si vous êtes un habitant de Paris au début du XXe, vous ouvrez n'importe quel journal, le matin, Paris Soir, l'Intransigeant, vous avez des récits merveilleux scientifiques. Ils sont publiés en rez-de-chaussée, ils font partie du paysage contemporain de ces lecteurs. Donc c'est pas du tout l'apanage de trois geeks qui lisent comme ça en cachette de la science-fiction ancienne. Ça fait absolument partie de leur paysage du quotidien. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'expression roman populaire existait déjà. Et en interview à Maurice Renard, on lui demandait souvent « Ah, ce que vous faites, c'est du roman populaire ». Et il avait une réponse assez jolie, qui est partagée aussi par Léon Zazie, par Léon Groc, c'était de dire « Mais qu'est-ce que c'est que le populaire au fond ? Est-ce que c'est quelque chose qui se lit? Est-ce que c'est pour le peuple ?» Il a dit « Moi, je m'en fiche en fait. La grande distinction, c'est qu'il y a les romans qui sont lus et il y a les romans qui ne sont pas lus. Voilà, c'est ça. C'est la seule chose qui m'intéresse. » Vous voyez aussi, j'en ai pas rapporté, mais donc je suis très contente qu'il y ait ce petit stand à mes côtés. Il y a une diversité de formats qui est assez fascinante en fait aussi. Le merveilleux scientifique, il essaime sous des formats extrêmement variés, pas seulement le roman, même si vous avez compris effectivement que une des caractéristiques du roman merveilleux scientifique, c'est d'être à la fois dans des collections qui sont un peu plus respectables, hein, c'est ce que voulait absolument Maurice Renard, mais en fin de compte, ça a beaucoup essaimé dans les collections populaires, qui ne coûtaient pas très cher, qui étaient reconnaissables à des couvertures très colorées, et qui souvent étaient extrêmement critiquées dans les revues religieuses de l'époque. Hein, si vous connaissez un peu la figure de l'abbé Bethléem, il était très connu pour aller dans la rue et déchirer les magazines. Effectivement, il le faisait en se faisant photographier, en déchirant. Donc il y avait toute une mise en scène, c'est vraiment un sacré bonhomme. Et donc dans ces revues, comme ces revues à lire, lecture, etc., il disait que c'était des romans à réserver aux grandes personnes, des romans à ne pas lire, des romans dangereux. Donc beaucoup de ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont des romans dangereux. Donc préparez-vous. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer la diversité de formats, vraiment vous familiariser avec l'idée que ce merveilleux scientifique, il existe sous des formes extrêmement variées, des fascicules, on a des romans photos, on a des romans, on a du récit sous image, un ancêtre de la bande dessinée, on a aussi des romans feuilletons dans les magazines encyclopédiques. Vraiment, ça fait partie d'un corpus extrêmement vaste. Et donc de là, ce merveilleux scientifique, il va aussi tout simplement se diffuser sous une forme extrêmement riche qui est celle de l'image. Il ne va pas seulement être circonscrit au texte, hein. On va voir apparaître un esprit merveilleux scientifique dans des encarts publicitaires, dans des BD, dans des cartes, dans des jeux de société, dans des buvards aussi. Ça fait absolument partie, encore une fois, du paysage des Français du XXe siècle. Donc là, je vous rétropédale un peu pour vous dire, en fin de compte, en tout cas, moi, quand j'avais débuté mes travaux de thèse en 2014, moi, j'avais été follement séduite par cette expression merveilleux scientifique. Je l'avais découverte sur le blog Chasseur de chimères de Jean-Luc Boutel, qui a vraiment œuvré pour la redécouverte de ce genre littéraire. Et de manière étonnante, je m'étais rendu compte que il y avait des choses écrites. On pourra y revenir. Serge Lehmann, évidemment, a beaucoup participé à la redécouverte du merveilleux scientifique. Mais en tout cas, du côté universitaire, il n'y avait pas grand-chose. Et surtout, je me disais, cette expression, elle est incroyable, elle est difficile à comprendre, il y a quelque chose à décortiquer. Et jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Et c'est vraiment pour ça, en tout cas, que j'avais complètement reconfiguré ma thèse, qui, à la base, portait tout simplement sur l'anticipation de l'art. J'étais en histoire de l'art. Et mon directeur de thèse voulait que je mette vraiment l'accent sur l'imaginaire de l'art du futur. Et au bout d'un an et demi d'épouillement, ça ne m'intéressait pas vraiment. Il y avait des choses assez anecdotiques, effectivement, chez Robida, par-ci, par-là, l'imaginaire de l'art, il y avait des choses, mais c'est vraiment ma rencontre, en tout cas, avec ce blog de Jean-Luc Boutel, où je me suis dit, oh là, ça y est, c'est une rencontre qui redéfinit totalement mon parcours de thèse. Et effectivement, un travail de longue haleine sur comment est-ce que j'essaye de comprendre cette expression. Vous voyez qu'il y a tout un tas de manières de l'appréhender. Le merveilleux scientifique, ça peut tout d'abord être un conte de fées qui se modernise. Et ça, c'est une des premières occurrences qu'explique Maurice Renard. Il dit, moi, j'ai envie d'être ce qu'on appelle un Charles Perrault moderne. J'ai envie que dans l'espace de mon roman, tout ce qui était autrefois magique, je sais pas, pour devenir invisible, je mets le chapeau du prince lutin, et bien dans un roman merveilleux scientifique, c'est grâce à la science. Le savant remplace la bonne fée, remplace la fée marraine, et là il n'invente rien à Maurice Renard. Alfred Jarry, déjà, quelques années auparavant, s'était posé la question du fait que les fées laissaient place au laboratoire d'alchimistes et ensuite aux savants. Donc c'était déjà un discours ambiant. L'autre explication qu'on peut donner à cette expression, ce serait donc un réenchantement par la science.
cette idée que la science, qui nous ouvre sans cesse à l'invisible, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment centré mes travaux sur voir l'invisible, et bien quelque part, elle amène du réenchantement, elle nous amène à voir autrement le monde. Et donc c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre cette expression. Il faut savoir qu'elle était aussi utilisée en 1894 par un philosophe qui s'appelle Joseph-Pierre Durand-de-Gros, et lui, il utilisait cette expression dans un sens très 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 précis. C'était pour qualifier la manière dont des pratiques pseudo-scientifiques dans le vestibule de la science de fait, intéressait des savants très sérieux. Et il prend comme exemple notamment l'hypnose, qui pénètre la salpêtrière par l'entremise de Jean-Martin Charcot, et il dit, donc Joseph-Pierre Durand-de-Gros, c'est là la preuve que notre époque est celle du merveilleux scientifique. Donc on voit que l'une des autres explications qu'on peut donner à l'appellation, ce serait une forme de rationalisation du surnaturel, ou dans un roman merveilleux scientifique, eh bien pour voir des fantômes, ça ne va pas être avec une table tournante, ça va être tout simplement en mettant par exemple des lunettes qui permettent de voir les fantômes. Et puis enfin, il faut savoir que l'expression merveilleux scientifique, elle était utilisée pour critiquer le roman expérimental de Zola, qui réapparaîtra en temps voulu dans notre petite promenade. Je passe aussi rapidement, simplement pour vous dire que ce terme d'anticipation qu'on rencontre souvent pour qualifier en fait en vrac l'imaginaire de science-fiction du début du XXe siècle, eh ben ça colle pas trop non plus. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Renard. Je me défends d'anticiper, je prétendrais plutôt déborder si j'avais la moindre prétention. Et c'est une métaphore très éloquente. Maurice Renard l'explique très souvent, il dit il faut que mes romans tournent autour d'un moyeu scientifique, et puis je m'éloigne tout simplement, mais je garde toujours ce fil d'Ariane de la science. J'ai pas besoin d'aller en l'an 3000, en l'an 4000, je reste dans mon présent connu, j'y alterne une petite loi, et puis je vois ce que ça donne. Je me penche sur ma boîte de pétri, je vois où ça va. Donc moi j'ai tendance effectivement à ne pas utiliser cette expression d'anticipation parce que je la trouve parfois trop générique, et elle a tendance du coup à aplanir les subtilités et à simplifier une histoire littéraire qui, vous le voyez, en fait est assez complexe. Il y aura des tendances dans ce roman d'imagination scientifique. Il y a eu du merveilleux scientifique, il y a eu des suiveurs de Verne, il y a eu tout un tas de choses. Et en fin de compte, c'est un peu dommage d'utiliser ce terme d'anticipation. Quand je parle à des publics qui ne connaissent pas trop le merveilleux scientifique, je parle souvent de science-fiction ancienne. Évidemment, c'est pratique. La science-fiction, quand on en parle, on a tout de suite des images en tête. On pense à des soucoupes volantes, à des extraterrestres, on pense à des fusils laser, à des overboards, des voyages dans le temps. On a tout un tas d'images qui se bousculent. Et en fin de compte, figurez-vous, c'est un peu anachronique. Parce que le terme science fiction, il apparaît en 1926, le terme science fiction en 1929, et au-delà même de l'expression anachronique, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de distinguer ce qui se fait aux États-Unis de ce qui se fait en France, parce que ça va être des modèles en fait de socialisation et des modèles littéraires assez différents. Il faut vraiment s'imaginer qu'en France, on n'a malheureusement pas, et c'est là aussi je pense l'une des grandes difficultés du mouvement merveilleux scientifique, on n'a pas eu une revue pulp qui serait extrêmement diffusée, qui serait facilement trouvable et dans laquelle il y aurait vraiment une émulation avec un rédacteur en chef, un courrier des lecteurs et plein de petites nouvelles. On avait des revues comme Je sais tout et Lecture pour tous, mais c'était pas du tout centré sur l'imaginaire scientifique. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est une des explications de la disparition progressive du merveilleux scientifique, mais surtout, ça m'amène à vous dire, voilà, dire science-fiction, évidemment que c'est de la science-fiction, mais attention toujours à bien distinguer nos différents espaces géographiques, parce que c'est une histoire scientifique différente, c'est des sensibilités littéraires différentes, et en fin de compte, c'est une aventure littéraire très différente. Il y a donc une expression que moi j'aime mieux, et c'est celle qui paraît très longue, mais quand même assez savoureuse, c'est la conjecture romanesque rationnelle francophone, qui est donc une expression de Pierre Versin, qui est un érudit très important dans l'histoire de la science-fiction, qui a publié sa grosse encyclopédie en 1972, et c'est cette expression aussi que réemprunteront un peu plus tard Joseph Alterac et Guy Coste, quand ils publieront leur très grosse encyclopédie que je vous recommande absolument, Rétrofiction. C'est aussi cette expression qu'ils privilégient, parce qu'en fin de compte, elle permet d'embrasser la totalité d'un champ qui va, pour Joseph et Guy, de Rabelais jusqu'à 1951. Donc c'est une autre expression que vous pourrez retrouver pour qualifier tout l'imaginaire scientifique littéraire, français notamment. Et puis, on a certaines approches, notamment celle de Serge Lehmann, qui a beaucoup œuvré pour la redécouverte du merveilleux scientifique, et qui lui s'attache, en tout cas dans sa redécouverte, à mettre en avant qu'on a un angle mort en fait dans notre histoire littéraire, et que le merveilleux scientifique, c'est un âge d'or qu'on aurait complètement oublié. Et ça, c'est vrai que c'est une question qui, moi, forcément un peu hanté mon travail. Comment on s'explique la disparition progressive de ce genre? À quoi elle est due? Et est-ce que véritablement c'est une science-fiction qui peut rivaliser avec la science-fiction américaine? Alors je pense que ce n'est pas forcément la bonne question à se poser, puisqu'encore une fois, c'est des créations qui sont
sous des auspices complètement différents, dans des dispositifs littéraires différents, mais tout au moins c'est intéressant de comprendre les raisons de sa disparition. Et effectivement, ce qui a beaucoup pesé dans la balance, c'est notamment le fait que les institutions littéraires de l'époque, je pense à la Nouvelle Revue Française notamment, eh ben, ils ont beaucoup critiqué Maurice Renard. Et il l'a très mal vécu. Dans ses archives, j'avais trouvé une lettre qu'il avait écrite, je ne sais plus si c'était à Copeau ou à Rivière, mais une lettre d'une dizaine de pages, où il dit mais non, mais c'est pas juste ce que vous avez dit sur le Péril bleu, c'est un roman psychologique, même si vous pensez que c'est pas le cas. Et en fin de compte, s'il avait été reconnu et encensé par des gens plus influents de l'époque, peut-être qu'aujourd'hui on aurait des rues qui s'appellent Maurice Renard, Guy Terramont et Jean de Daillé. Mais bon, comme c'est pas le cas, vous doutez que voilà, son plan n'a pas fonctionné. Donc tout ça pour vous dire effectivement que, chemin faisant, il me semble en fin de compte que cette littérature du merveilleux scientifique, pourquoi est-ce qu'elle est passionnante à redécouvrir aujourd'hui? Alors déjà, en grande partie parce que ces textes ont bien vieilli, on prend plaisir à lire ces textes et je vous ferai quelques recommandations, mais aussi parce qu'en fin de compte, cette expression merveilleux scientifique, elle permet d'embrasser non pas seulement un genre littéraire, mais un état d'esprit. Elle permet en fait d'appréhender une manière de regarder, d'espérer et de craindre la science au début du XXe siècle. Et là, je vous ai mis un florilège, simplement pour vous montrer la lecture des auras, l'idée que le radium apporte la cure de jouvence, l'incorruptibilité des fakirs, la communication extraterrestre. Il n'y avait pas besoin de lire des romans, en fait, pour nager en permanence dans un esprit merveilleux scientifique. Alors là, on verra le temps qui nous reste, c'est très ambitieux comme présentation, mais l'idée, c'est de circuler un petit peu dans différentes thématiques, et puis de voir où ça nous mène, et on pourra, lors des questions, peut-être gratter un petit peu plus certaines de ces thématiques. Mais en tout cas, vous voyez que mon plan est décomposé en 3 grandes tendances littéraires en quelque sorte. D'abord, vous montrer en quelque sorte l'influence que le roman expérimental a pu avoir sur le merveilleux scientifique, et vous rappeler l'ancrage scientifique très fort du merveilleux scientifique. Ensuite, aller voir du côté du conte de fées, et donc la filiation justement avec la magie. Où est-ce que se place la magie dans l'écriture merveilleuse scientifique? Et puis enfin, l'influence de la métapsychique, l'étude et l'incursion de savants très sérieux, notamment comme Charles Richet, comme William Crookes, comme Camille Flammarion et d'autres, qui se passionnent pour les forces surnaturelles, les forces inconnues, pour la pseudoscience, pour le paranormal, pour tout un tas de choses, et qui surtout essayent de l'étudier de manière scientifique, en suivant des protocoles. Et donc je vous montrerai comment tout ça essaime dans le merveilleux scientifique. Donc déjà, pour vous exemplifier cette idée que le roman merveilleux scientifique est à la semblance d'un laboratoire de pensée, c'est un lieu où on fait une expérience et on la suit jusqu'à la fin pour voir où ça nous mène, et bien ça, évidemment, c'est très lié au roman expérimental de Zola. Si vous avez lu ces différents textes manifestes, il explique qu'il essaye de singer, c'est pas le bon terme, mais il essaye d'imiter la méthode scientifique de Claude Bernard, puisqu'il se rend compte que dans la vraie vie, un médecin n'a pas le droit de casser la jambe de son patient, il n'a pas le droit de mettre un bébé dans un milieu très pauvre, dans un milieu très riche et de voir ce que ça donne, mais un romancier, il peut le faire. Et justement, c'est ce que va s'échiner à faire Zola dans beaucoup de ses textes. Et Maurice Renard, c'est un peu ça qu'il fait, et il s'en recommande un peu dans ses manifestes quand il parle de romans qui vivisectionnent le réel. Il y a vraiment cette idée que le romancier est comme un savant penché sur son dispositif, il modifie sa petite loi, il fait sa petite tambouille, et il voit où ça mène ses personnages, et surtout philosophiquement, il y a vraiment une portée philosophique très forte à ces textes, où est-ce que ça nous mène, et quel nouveau regard on porte sur la nature humaine. Alors évidemment, ça paraît être un programme très 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 ambitieux, ça n'a pas été le cas du tout de tous les romanciers. Maurice Renard et Rosny Henné, c'est vraiment deux écrivains qui avaient des très hautes ambitions pour leur genre littéraire. On est vraiment dans une histoire quasi cosmique, chez Rosny Henné aussi. Maurice Renard, on est vraiment dans quelque chose de redécouvrir, redéfinir la nature humaine par le truchement du roman. Mais on aura parfois des textes de Jean de Laër ou Gustave Le Rouge où c'est plutôt on s'amuse avec des savants fous, avec des aventures, il y a des amourettes, il y a plein de choses qui se passent. Il n'est pas question forcément de donner une portée philosophique au roman. Donc je vais tout d'abord brièvement vous parler de la thématique de lire les pensées. Alors lire les pensées, ce qui est assez intéressant, c'est que cette thématique-là, quand on pense à la BD, au dessin animé aujourd'hui, souvent c'est la petite bulle qui apparaît au-dessus de la tête, on rentre dans la tête du personnage, on va dans ses rêves, dans ses cauchemars. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, au début du XXe siècle, on va avoir tout un tas de découvertes et d'inventions et de théories qui vont amener un regard un peu suspicieux sur la lecture des pensées. Les romanciers, ils vont se poser la question de la faisabilité de la lecture des pensées. Je vais vous présenter différents cas où, non, ça ne va pas du tout de soi, en fin de compte, de lire les pensées. Pour autant, vous voyez, on a un contexte favorable à cette excursion. On a donc le fameux Zola, qui lui théorisait notamment la question de la maison de verre. Et il faut se replacer dans une époque du roman naturaliste
et du roman expérimental, où il y avait vraiment toute cette utilisation du discours indirect libre, cette idée véritablement de faire découvrir l'intérieur de l'esprit du lecteur par le truchement effectivement d'un ruisseau de la pensée qui serait complètement libéré. Et là, vous avez sur cette caricature dessinée par Albert Robida notre petit Zola qui est penché sur une fenêtre ouverte et qui épie les habitants. Et donc, Robida détestait Zola, il a fait tout un tas de caricatures à charge, et c'était sa manière de dire Zola n'a rien inventé, en fait, il observe les gens et il recopie ensuite dans ses romans ce qu'il voit. Mais en tout cas, retenez la métaphore de la maison de verre qui rejoint assez cette idée de voir l'intimité, de scruter par le trou de serrure. On a évidemment les rayons X en 1895, qui vont vraiment être un chiffre énorme dans l'histoire des sciences. L'idée de voir à travers les corps opaques, ça nous paraît... Alors, c'est vrai que c'est toujours dur de se replacer dans une époque, de se dire, je ne sais pas, nous, récemment, on avait par exemple le métaverse, à quel point ça va bouleverser, est-ce que dans 50 ans, ça a été un moment important dans notre histoire des sciences et techniques. Là, en tout cas, les rayons X, c'est vraiment un tournant important dans l'histoire des sciences et techniques. Et il ne faut pas oublier que 1895, c'est aussi le cinématographe. Donc c'est aussi la possibilité d'enregistrer le temps, de rejouer le temps à l'envers, de capturer le temps. Donc vous voyez bien qu'au niveau du paradigme, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je ne suis pas du tout la seule à le dire. Il y a eu notamment des écrits d'histoire des sciences de Monique Sicard, notamment cette idée que l'année 1895, c'est vraiment un point de non-retour. Et donc vraiment garder ça en tête, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas dans le visible à cette époque. Et puis de là, il y aura des gens un peu bizarres qui vont se dire, on va pouvoir utiliser la photographie pour capturer les pensées. Ça paraît assez logique. Puisque la photographie, c'est une plaque sensible qui, par l'action chimique de la lumière, va inscrire le réel, eh bien, il suffit de mettre une plaque sensible sur le front, c'est ce que disent Baraduc et Darget, et on pourrait enregistrer les pensées. Évidemment, ça ne marche pas de manière aussi absolue, et vous voyez que c'est bien pratique. Ici, il s'agirait d'une planète et d'un satellite, c'est une tache ronde, c'est ce qui appartient à tout l'imaginaire de ce qu'on écrit la photographie, F-A-U-T-O, la photographie qui repose sur les erreurs d'impression. On aura tout un tas de romanciers qui vont s'essayer à la question de la lecture des pensées, de la lecture des rêves, de la lecture des cauchemars. Et là, vous avez Raoul Bigot, qui était chimiste de formation, qui imagine dans Moon Legos, c'est un roman feuilleton en plusieurs épisodes publiés dans, j'ai peut-être un doute, je sais tout, Lecture pour tous, je ne sais plus. Il imagine quoi? Eh bien tout simplement, là on est dans le présent, pas du tout dans l'avenir, mais il imagine que bientôt, on n'aura plus besoin de faire des procès. Il suffira de mettre notre accusé avec ce drôle de carton sur la tête et on connaîtra ses pensées les plus secrètes et grâce à ça, plus besoin de procès, on sait tout de suite s'il est coupable ou pas. Donc là, vous voyez, effectivement, on est presque dans un imaginaire très contemporain du polygraphe. Vous savez qu'en France, on n'utilise pas, on sait très bien que le polygraphe, c'est pas assuré à 100%. Aux États-Unis, ils l'utilisent encore parce que prétendument, votre rythme cardiaque, la dilatation de vos pupilles, ça dit quelque chose de votre culpabilité. Et donc là, tout simplement, notre accusé, il est dans sa chaise, il a cette espèce de dispositif très peu décrit par le romancier. On n'est pas chez Jules Verne, il n'a pas recopié 5 pages sur les émanations électriques du cerveau, c'est vraiment juste une description très courte. Et donc, notre savant derrière, Moon Legos, avec ses lunettes prismatiques, eh bien, il arrive à voir des émanations colorées qui sortent du cerveau du supposé criminel, et il les prend en note très 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 vite de manière sténographique. Et ensuite, il va traduire pour le juge ici présent ce qu'il pense avoir compris. Alors, vous voyez, si on est un peu puriste, c'est un peu complexe son procédé. Parce que déjà, comment est-ce qu'il sait à quoi correspondent les émanations? Est-ce que c'est un système d'idéogrammes? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que les couleurs veulent dire des mots, des phrases, la ponctuation? Est-ce qu'il y a de l'ironie? On voit bien qu'il y a forcément une partie du message qui est perdue en route, et surtout, il est en train de prendre en note. Donc on sait très bien, quand on prend en note, on perd une partie de l'information. Donc là, Raoul Bigot, il y a un peu une tentative amusée de dire, même la lecture des pensées, si on arrive à la développer, ce ne sera pas une phrase qui s'écrit au-dessus de ma tête. Ça va être plus compliqué. De la même manière, André Mauroy, un académicien assez sérieux, dans La machine à lire les pensées, il s'amuse à imaginer que sa machine est complètement généralisée dans la société, mais en fin de compte, c'est le même problème. C'est, selon lui, les sons gutturaux-buccaux qu'on prononce très très bas dans notre gorge, qu'on peut capter avec un miroir amplificateur, et donc on peut entendre les pensées que vous prononcez très bas dans votre gorge. Alors notre personnage, il est très content, il se dit super, je vais pouvoir vérifier si ma femme m'aime encore, si elle me trompe. Évidemment, il entend tout ce qu'il n'a pas envie d'entendre, elle se moque de lui, quand elle a son cousin au téléphone, elle se rappelle que son cousin est quand même bien plus séduisant que son mari. Et donc il se rend compte au fil du temps, alors déjà que les pensées, ça ne reflète pas forcément le fond de la pensée, on peut penser à une petite mesquinerie, ça ne veut pas dire qu'on le pense profondément, et de même, il se rend compte surtout, c'est assez intéressant, que la pensée, c'est l'association de phrases et d'images. Et nécessairement, cette pellicule, elle n'enregistre que le son et pas les images.
Et donc la conclusion de ce roman, c'est quoi? Détruisons les machines à lire les pensées, ça nous cause beaucoup trop de problèmes, et encore une fois, c'est lacunaire. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y avait déjà ce sentiment de l'incomplétude des pensées, de l'incapacité à les lire de manière instantanée, et le pressentiment que j'avais eu, c'était de me dire oui, mais forcément Freud est passé par là, il y a forcément des théories de l'inconscient, et bien pas du tout. De manière assez étonnante, Freud il est traduit assez tard, hein, c'est 1927 en France, et de fait, visiblement, ces auteurs sont un peu passés à côté de l'apport de l'inconscient et de la théorie des rêves, etc. Et vous voyez par exemple dans le dessin là de Raoult-Omen, c'est un micmac absolu, il mélange vision des rêves, pensées secrètes, etc. On a une ventouse, on se la colle sur le front, mais dans cette boule magique de Madame Irma, on voit en fait la pensée secrète, on voit le rêve caché. On voit par exemple là un fiancé qui est allongé dans sa chaise longue, la fiancée lui met la ventouse sur le front et elle voit qu'il n'attend qu'une chose, se carapater avec sa dot. Donc là, on n'est pas dans la pensée directe, on est plutôt dans la rêverie cachée. Une autre thématique qui est très liée à celle de rentrer dans le corps humain, voir à travers le corps humain grâce au rayon X, et bien évidemment, c'est le voyage dans le corps humain. Et bien avant Il était une fois la vie, et ben on avait déjà tout un tas d'exemples au début du XXe siècle. Encore une fois, il faut le replacer dans un contexte favorable, il faut se replacer dans une époque où dès 1850, il y avait vraiment un mouvement généralisé de vulgarisation scientifique. Et là, je vous ai mis un exemple, par exemple, avec Jean Massé, une histoire de la bouchée de pain, où il raconte dans un échange épistolaire à une jeune enfant le trajet que fait la petite mie de pain et donc comment est-ce que son ventre fonctionne quand elle est en train de digérer. On a aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des livres à pop-up, les livres à Volvel, hein, c'était très à la mode à l'époque. On soulève les fenêtres et c'est un peu comme si on faisait une dissection en cours. Et puis on a aussi au début du XXe le développement de ce qui nous paraît assez banal aujourd'hui, la publicité suggestive, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Espinadel qui théorise ça. Et qu'est-ce qu'il explique? Eh bien il dit, la pub, il faut commencer à mettre des images frappantes. C'est plus possible de juste mettre des logos, de mettre des dessins, il faut que tout de suite ce soit des métaphores, des allégories qui parlent au public. Et donc là, j'ai choisi quelque chose d'absolument ravissant. C'est quelqu'un de constipé qui donc a 3 petits ramoneurs dans l'intestin qui frotte avec acharnement et grâce au jus-bol, la pilule miracle, eh bien vous êtes absolument soulagé de votre mal. Donc tout ça, ça va évidemment nourrir des textes, alors des textes plutôt hygiénistes, hein. Et là on est presque dans un texte qui est à la frontière avec le merveilleux scientifique. C'est sûr que Maurice Renard aurait détesté ce texte, il aurait dit non, surtout pas, j'en veux pas, parce qu'il est drôle, il y a le petit pousset, qu'est-ce qu'il fait là, il y a une bonne fée magique. Mais en tout cas, je voulais vous montrer dans ce texte-là qu'on a vraiment le voisinage entre le conte de fées d'une part et puis les rudiments scientifiques. Parce que là, sur cette couverture, vous ne discernez pas forcément très bien, mais il s'agit d'une vue anatomique en coupe qui est vraiment représentée de manière complètement crédible. Et vous avez nos 2 petits personnages miniatures au premier plan qui vont rentrer dans ce corps. Et donc il y a vraiment l'idée, hein, si vous êtes familier notamment de ce qu'on appelle les ars memoriae, les arts de la mémoire à l'Antiquité, il y avait cette tradition que Cicéron décrit notamment, cette idée de se rappeler d'un discours, notamment un avocat par exemple, il suffit d'imaginer votre cerveau comme une maison. Et dans chaque maison, vous mettez une image frappante, une imagines agentes, et vous imaginez par exemple quelqu'un qui tient un couteau, qui fait je ne sais quoi, et quand vous récitez votre discours, vous avez ces images qui vous viennent en tête. Et bien là, c'est un petit peu ce que propose le docteur Augustin Galopin, c'est l'idée de rentrer dans le corps humain, de s'arrêter par station, chaque jour on va dans un endroit différent, et on en apprend un petit peu plus sur le corps, et donc ça nous permet d'apprendre en fait des rudiments hygiénistes. L'idée c'est de bien manger, de se laver les mains, d'être un bon enfant en somme. Et vous voyez aussi que cette couverture, eh bien, elle emprunte tout simplement aux représentations aussi de l'époque de la phrénologie, de la cranioscopie, hein, toutes ces idées autour du fait que notre cerveau est découpé en différentes zones et que ces différentes zones ont des tendances sur votre personnalité, contrôlent différentes parties de votre corps, c'est tout ce qui touche à la somatotopie. Hein. Donc vous voyez que tout ça, ça influe effectivement aussi sur les imaginaires visuels. Et puis là, je vous ai mis une représentation plus tardive, il s'agit de 1928. Hein. Vous avez toujours ici des vues en coupe, et vous discernez peut-être nos 2 petits bonhommes qui se promènent dans la trachée, dans les poumons. Et donc là, vous voyez vraiment hein, le parasitage entre une représentation extrêmement crédible et médicale, et puis ces petits personnages qui se promènent à l'improviste. On en passe donc à cette 2e scansion qui va plutôt mettre l'accent sur la filiation avec le conte de fées. Comment est-ce qu'on passe donc de contes dans lesquels on devient invisible, on traverse le ciel avec des bottes de 7 lieues, à des romans beaucoup plus sérieux, où c'est cette fois la science qui nous permet de faire des prodiges. Donc la première scansion va toucher à la question de devenir invisible, impalpable, camouflé.
Et là encore, c'est intéressant, comme à chaque fois, de se replacer un petit peu dans ce qui se disait, ce qui se voyait à l'époque. Alors, il faut savoir que dans les magazines encyclopédiques type Je sais tout et Lecture pour tous, on avait très souvent des jeux aujourd'hui qu'on aurait un petit peu comme Où est Charlie, de discerner si c'est une feuille, un insecte, un phasme. On avait des jeux un peu de discernement, de camouflage et de mimétisme. Il faut aussi se rappeler que la Première Guerre mondiale est passée par là. Il y a eu beaucoup d'illustrateurs, et notamment d'illustrateurs de romans merveilleux scientifiques, qui ont été assignés à la section camouflage. Alors ça, en histoire de l'art, c'est une thématique qu'on retrouve souvent, c'est question du lien entre cubisme et camouflage, puisque le mythe voudrait que Gertrude Stein, quand elle a vu défiler des chars peints par les camoufleurs, elle aurait dit les cubistes ont déjà tout fait avant les peintres camoufleurs. Mais en tout cas, il faut vraiment dire, là c'est un dessin d'Espagna si ma mémoire est bonne, il faisait partie de la section camoufleur, et donc c'est pas anodin, je vais vous montrer une BD ensuite, que la thématique du camouflage et du mimétisme réapparaissent dans ses travaux. Et puis de l'autre, il faut savoir qu'il y avait tout un tas d'expériences très bizarres sur la transparence des chairs. Il y avait des expériences bizarres qui étaient faites à partir de solutions d'Alain pour essayer de rendre les chairs parfaitement transparentes. Donc là, je vous montre très brièvement ce qu'on appelle des récits sous images ou alors des histoires en images. Il s'agit de 2 BD différentes dans lesquelles il va être fait usage donc de mimèse et de mimétisme, c'est-à-dire pour l'un de la capacité tout simplement à disparaître dans son environnement. Pensez par exemple aux chouettes qui se plaquent contre un tronc et comme elles ont une similitude de couleur, elles ne sont plus discernables sur le tronc. Ou alors de l'autre, une autre forme de camouflage qui vous fait prendre l'apparence de ce que vous n'êtes pas. Vous avez peut-être déjà vu des chenilles, des papillons qui font semblant d'être des serpents, des oiseaux grâce à un appendice en fait qui singe une réalité. Donc ça, c'est 2 modalités de camouflage différentes. Et vous voyez ici que nos 2 illustrateurs, ils ont tout à fait conscience du potentiel amusant en fait de la thématique du camouflage. Dans le premier cas, c'est Marius Galéjade, et si ça vous intéresse, j'ai consacré un article en accès libre sur Internet à ce personnage que j'aime beaucoup de Marius Galéjade, qui est un menteur incorrigible, et qui ici revient auprès de son créancier en disant « Désolé, je ne peux pas te rembourser, il m'est arrivé une histoire incroyable. Je suis tombé sur une île déserte, j'ai failli être mangé par des anthropophages, mais heureusement, je me suis fait une tenue en peau de caméléon, et donc j'ai pu disparaître aux yeux de mes poursuivants, puisque d'abord ma tenue prend la couleur de mon environnement, et par la suite, je n'ai pas mis la BD en entier, il prend un roseau dans la bouche, et donc il fait semblant d'être un caméléon. Donc on a mimèse et mimétisme dans ces 2 cas. Et puis une autre BD amusante aussi, Assis, une invention bizarre. Alors heureusement pour le savant, ce n'est qu'un mauvais rêve, comme très souvent dans les BD de cette époque-là. Et en fait, il a utilisé des coléoptères pour mettre au point un sérum qui lui permet de disparaître aux yeux du monde, mais en théorie seulement. Et là, vous voyez, vous discernez encore, il est encore visible au trait, et c'est précisément de là que vient son problème, puisqu'il prend la couleur de son environnement. Et donc, vous voyez, sa bonne, par exemple, elle le voit comme en volume rouge, donc elle est terrorisée. Et de case en case, il prend la couleur de son environnement, et à chaque fois, ça crée des scènes particulièrement cocasses. Ça va poser évidemment de grandes questions à nos illustrateurs, qui vont se poser la question à de multiples reprises de comment est-ce qu'on représente un homme qui n'est pas là. Il est palpable, il peut entrer en contact avec les objets qui sont autour de lui, mais il n'est pas perceptible par la vue. Et donc de fait, on aura beaucoup d'illustrateurs qui vont s'essayer à représenter l'homme invisible, l'homme qui n'est pas présent. On va avoir par exemple la technique du fantôme, cette matière un peu fantasmagorique, une espèce de brume. Et dans Louis Bousnard, Monsieur Rien, simplement il avait bu un peu d'eau et donc ça fait comme un révélateur photographique. Henri Kubnik qui va imaginer un dessin au trait, là on va avoir effectivement une présence, alors c'est tout l'intérêt de ces images, une présence et une absence à la fois. Le trait signifie que le personnage ne le voit pas, mais vous devez le voir pour savoir où il est dans l'espace. Et dans les BD plus tardives, vous savez, vous avez des traits pointillés, ce qui signifie qu'il a disparu au sens des personnages dans l'histoire. Et puis surtout Wells, évidemment, avec l'homme invisible, il va vraiment participer à populariser le trope des objets qui flottent dans le vide. Et plus tard, ce sera James Whale, avec évidemment les bandages autour du visage. Mais c'est assez intéressant de voir que l'homme invisible, il évolue avec le temps. Une autre thématique qui est totalement celle d'un conte de fées, c'est celle de devenir miniature, de devenir microbien. Et je ne vais pas forcément vous parler de fakirisme et d'électroculture, mais sachez en tout cas que cette idée du voyage immobile, encore une fois, ça ne sort pas de nulle part, cette idée de rester sur place, mais de changer quelque chose qui altère notre regard sur le monde. Et pendant notre confinement, vous vous rappelez peut-être que dans la presse, on a vu une résurgence de ce qu'on appelle le voyage autour de ma chambre. Alors c'est des auteurs comme Arthur Mangin, Xavier Demestre, qui, alité ou alors prisonniers, voyagent par l'esprit.
Ils regardaient par exemple les objets autour de leur pièce et grâce à ça, eh bien, ils s'échappaient de leurs conditions. Et en fin de compte, le merveilleux scientifique, il nous propose quelque chose d'assez semblable. Je deviens tout petit, je ne suis pas allée sur Mars, je suis devenue petite et je vois autour de moi que les lois physiques sont différentes pour l'infiniment petit. Je vois que les insectes me font peur. Comme je vous le disais, le gravier, ça peut être comme des montagnes. Ça me fait voir le monde autrement. Évidemment, l'une des obsessions de l'époque, ça va être les microbes. Évidemment, Pasteur est passé par là. Dans la presse, on parlait de furie microbienne. C'est vraiment un sujet d'actualité brûlant. Et notamment la représentation des microbes. Alors là, vous avez une représentation très sérieuse. C'est la vue d'une goutte d'eau vue avec un microscope. Vous avez des animalcules qui s'agitent. Mais très vite, regardez, dans les caricatures, ça devient tout et n'importe quoi. C'est des monstres, c'est des êtres assez bizarres, hybrides, reptiliens, presque venus du déluge. Enfin, on a vraiment la monstruosité potentielle de la goutte d'eau. Et évidemment, ce qui terrifie, c'était Wilfried de Fonvielle qui parlait de goutte océan, cette idée que la goutte, en fait, c'est un mini-monde. On a vraiment avant l'heure des réflexions sur les mini-verses, les pocket universes, cette idée qu'en fait, cette goutte d'eau que je regarde, elle est déjà un monde à part entière. Et peut-être que je pourrais, sans faire exprès, y tomber et peut-être même m'y retrouver enfermé. C'est ce que propose Gustave Vazy dans une de ses histoires, où on a un savant fou qui est obsédé à l'idée d'avoir le meilleur microscope. Il l'obtient enfin après un pacte avec le diable, parce qu'évidemment le diable n'est pas là pour lui faire plaisir. Une brèche s'ouvre sur le mur et les microbes en sortent et le dévorent, le détruisent. Évidemment, on n'a pas que les microbes dans l'infiniment petit, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout ce qui est microbe, c'est vraiment un terme ultra générique. C'est Claude Sédillot qui, en 1878, va utiliser ce terme-là, et en fait, il met tout et n'importe quoi dedans. Ça peut être les insectes, ça peut être le spermatozoïde, ça peut être effectivement des virus, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, c'est l'infiniment petit qu'on n'arrive pas très bien à discerner à l'œil nu. Et donc, de fait, dans ce monde des microbes, on a aussi les insectes. Et ça, vous voyez, je vous ai mis d'un côté une BD encore un peu conte de fées où c'est sympa, on rapetisse et on fait la rencontre d'insectes plus ou moins accueillants. L'escargot est tout de même plus sympa que notre moustique en haut. Mais vous voyez qu'avec quelqu'un comme Henri Darblin, et ben là, on est face à face avec les monstres. On a Starship Troopers avant l'heure. Les mentes religieuses vont totalement risquer de nous décapiter. Alors de fait, dans pas mal de récits, on aura des savants fous qui vont imaginer que les microbes devenus géants viennent détruire Paris. Donc là, vous voyez, c'est toujours amusant quand on jette un regard panoramique sur ces imaginaires-là, de dire, en fin de compte, avant les kaiju type Godzilla et autres, on avait déjà à Paris nos microbes géants qui venaient détruire la Tour Eiffel. Et là, il s'agit d'une aventure du professeur Tornada. Il faut se rappeler qu'André Mouloir, c'est un médecin, donc évidemment, on part dans un délire, mais il s'inspire avant tout de sa connaissance pratique. Et donc, de fait, il imagine que Tornada, comme tout savant fou, il est hyper frustré. Tout le monde se moque de lui à l'Académie des sciences et il s'est dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Je transforme le Micrococcus aspirator en microbe devenu macrobe. Et heureusement, Tornada, à la fin du roman feuilleton, se repent. Et donc, il tue les microbes avec du vinaigre de cuisine. En fait, il suffisait simplement de faire ça. Et donc, la journée est sauvée. Il y a une autre thématique qui va se développer, évidemment, en parallèle à la crainte microbienne, c'est celle de la guerre microbienne. Et on aura par exemple dans l'offensive des microbes un drôle de récit dans lequel les Allemands sont vraiment les méchants de l'époque, et ça dure pour assez longtemps dans les romans merveilleux scientifiques. Les Allemands se sont dit, alors pour aller attaquer les Français, on a une très bonne idée, on va faire ce qu'on appelle une purée de microbes. On met des microbes dans une boule de verre, on lâche les bonbonnes sur la France, sauf qu'ils n'ont évidemment pas pensé au fait que les microbes ne respectent pas les frontières. Et chemin faisant, dans le roman, toute la planète est éradiquée par ces microbes. Là, vous voyez qu'on a une, je ne vais pas forcément parler de l'œil du purgatoire, on pourra parler pendant les questions si vous le souhaitez, on a une vision plutôt inquiétante des microbes. Mais pensez par exemple au fait que dans la guerre des mondes de Wells, c'est les microbes qui nous sauvent de l'invasion martienne. Donc on n'a pas seulement des imaginaires inquiétants entourant les microbes. Là, c'était simplement pour vous illustrer cette fameuse idée de voyage immobile dont je vous parlais, le voyage immobile comme expérience de pensée. Il s'agit d'un roman feuilleton toujours plus petit, publié dans la Science illustrée. Et la Science illustrée, de manière intéressante, elle n'avait pas de rubrique merveilleux scientifique, mais sa rubrique s'appelait roman scientifique. Et donc il y avait vraiment aussi, il faut avoir ça en tête, une stratégie de la part des éditeurs d'essayer de créer leur propre étiquette pour valoriser leur propre processus d'édition, mais bon, passons. En tout cas, là, vous voyez nos petits personnages qui rapetissent de jour en jour pour aller de plus en plus dans le monde atomique. Alors, pas de chance pour eux. À la fin du roman feuilleton, ils se rendent compte qu'ils étaient simplement hypnotisés par un espèce de fakir qui s'appelle Alaric, qui n'ont jamais été miniaturisés. Mais pour autant, il est assez plaisant à lire ce roman feuilleton parce qu'à de nombreuses reprises, il pose la question de la reconnaissance. Cette idée qu'en devenant petit, je ne reconnais plus le monde qui m'entoure. Cette main poilue, eh bien, il y a un des personnages qui la voit comme un ballon. Il est terrifié, il ne reconnaît pas ce qui se présente à lui.
Et dans d'autres articles scientifiques, ça a été une de mes grandes découvertes aussi assez amusantes en fait au cours de mes travaux. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait même parfois des articles scientifiques très sérieux, comme par exemple ici les paysages que nous écrasons de Lucien Rudeau, qui est déjà un bonhomme un peu moins sérieux parce qu'il a fait des illustrations de science-fiction amusantes, mais il a aussi fait beaucoup de peintures de space art. C'était quelqu'un qui était vraiment à la frontière entre les imaginaires scientifiques et la vulgarisation la plus sérieuse. Et on le ressent très bien en fait dans cet article, puisque dans cet article, les paysages que nous écrasons, il veut simplement décrire qu'à nos pieds, en permanence, il y a des petits mondes qui seraient fascinants de découvrir si on avait l'opportunité avec nos appareils d'observation. Et dans chaque macro-photographie, eh bien, regardez, il reproduit un petit personnage de voyageur avec sa canne à la main, comme si véritablement il avait rapetissé. Ça n'apporte absolument rien à l'article, sinon de permettre un peu, à la manière d'un personnage admoniteur à la Renaissance, si vous avez un peu en tête toutes ces représentations du Christ, etc., des moments de la Passion du Christ, très souvent on mettait un petit personnage, vous savez, qui pointait vers vous, qui regardait le Christ pour vous amener vous aussi à vous recueillir. Eh bien ce personnage, il est exactement là pour ces raisons-là. C'est vous amener vous aussi à changer votre focale, à dessiller votre regard et donc à miniaturiser avec lui. Oui, et ça, juste un mot là-dessus. Il y a une autre thématique assez fascinante que je pensais croiser à de nombreuses reprises, et en fin de compte très peu, c'est celle de la relativité du temps. Et en fin de compte, la théorie de la relativité générale et restreinte, elle va être réceptionnée assez tard en France, peut-être aussi parce qu'elle est mal comprise. On voit bien que dans les articles scientifiques, en tout cas de vulgarisation de l'époque, dans les revues, dans les journaux que consultaient ces romanciers-là, c'était encore complexe. Mais en tout cas, Maurice Renard, par exemple, dans un récit comme Un homme chez les microbes, dans lequel il imagine que Fléchambeau, il prend des pilules un peu comme Alice au pays des merveilles, parce qu'il est amoureux d'une jeune femme et les beaux-parents disent non, t'es beaucoup trop grand, c'est pas possible. Il prend des pilules, sauf qu'il fait évidemment une erreur capitale, il prend tout le pot, il devient microscopique, il voyage dans le monde atomique, c'est pas tout à fait le monde des microbes, c'est plutôt le monde atomique, et en fait, il va passer donc un certain temps dans ce monde, quelques jours seulement, et quand il retrouve sa taille normale, eh bien il est vieux, il est quasiment mourant. Et donc il a cette phrase en disant justement, le monde des microbes en fait passe beaucoup à une vitesse en fait incommensurable. Et donc il y a aussi vous voyez, cette question de la relativité du temps qui effectivement prendra de l'importance avec la théorie notamment des jumeaux de Paul Langevin, qu'on retrouvera notamment dans la planète des singes de Pierre Boulle. Mais c'est intéressant de voir qu'il y avait déjà cette idée de peut-être que le monde de l'infiniment petit et notre monde à nous passent à des vitesses différentes. Et vous voyez, il y a toujours cette idée, en tout cas dans ces romans merveilleux scientifiques, de questionner ce qui n'est pas moi, ce qui est différent de moi et comment ça m'amène à regarder différent mon monde. Je terminerai beaucoup plus vite, simplement en passant plus vite sur cette question du roman métapsychique. Simplement, donc vous rappelez que tout ce qui touche à la scientifisation, à la naturalisation du surnaturel, c'est quelque chose qui passionne les auteurs de romans merveilleux scientifiques. Et j'avais une contre-intuition, celle de me dire, oui, forcément, le voyage dans le temps, après Wells, ça va forcément être une thématique qu'on va retrouver à de nombreuses reprises. Alors oui, on la retrouve, par exemple, chez quelqu'un comme Théo Varlet, chez Octave Béliard, mais en fin de compte, c'est une autre thématique qui passionne les auteurs, et c'est plutôt celle de voir le temps qui passe. Et là, elle est influencée par différentes théories de l'époque. Il y a évidemment le dispositif tout simplement du folioscope. Vous savez, c'est les flipbooks qu'on passe très très vite avec le pouce, qu'on peut rejouer à l'envers ou tout simplement en avant. Et on a aussi des théories assez curieuses qui touchent à la chronoscopie. Et là, c'est Camille Flammarion qui était vraiment un personnage passionnant, qui est à la fois astronome et spirit, donc ça vous donne une idée du bonhomme. Et donc lui, il était persuadé, avec sa théorie de la chronoscopie, puisqu'on commence à comprendre la vitesse de déplacement de la lumière, que si on arrive par chance à mettre un écran dans l'espace, on pourra capter les rayons lumineux du passé et donc rejouer des images du temps passé. Et de même, il va y avoir toute la théorie de la psychométrie qui va se mêler à cette question de voir des images du temps passé. Et qu'est-ce que c'est la psychométrie ? Eh bien, encore une fois, c'est Camille Flammarion dans Les Maisons hantées qui nous l'explique. C'est tout simplement un médium sensitif qui pose sa main sur un mur, sur un objet. Il a un flash, il voit le passé du détenteur ou tout simplement les manipulations de l'objet. Donc tout ça, ça se mélange aussi, la métagnomie, le fait de voir sans les yeux, tout ça se mélange pour nous créer des récits où on voit des scènes du temps passé. Et un très bon exemple de cela, c'est Le Maître de la Lumière de Maurice Renard, sauf que là, on est vraiment en fin de carrière, on est en 1933, Maurice Renard décédera quelques années plus tard d'une opération qui s'est mal déroulée, et donc là, il est un peu désabusé, Maurice Renard. Et donc quand il écrit Le Maître de la Lumière, il s'agit effectivement plutôt d'un roman policier matiné de merveilleux scientifiques, c'est plus du tout le merveilleux scientifique qui prédomine, et il imagine en fait dans ce roman qu'il y a une fenêtre qui est faite de luminite, et en fait elle ralentit le passage de la lumière. Et donc quand on démonte cette fenêtre et qu'on enlève à la manière d'un millefeuille, ou alors tout simplement de la dendrochronologie des arbres, on peut remonter le temps symboliquement, et bien là on enlève les feuillets et on voit ce qui s'était passé sous cette fenêtre.
Et ce qui est assez amusant dans ce roman, c'est qu'on sent vraiment que Maurice Renard il est blasé, c'est sa fin de carrière, il est amer de n'avoir jamais été reconnu. Et donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que ce n'est pas du tout cette plaque de luminite qui permet de résoudre le meurtre de l'aïeul du personnage principal, parce que c'est une sorte une espèce de roman à la Roméo et Juliette, deux personnes qui veulent s'épouser, mais en fin de compte ils ne peuvent pas parce que le grand-père a tué l'autre grand-père, et donc lui il se dit super, la luminite va m'aider. Et ben non, c'est le perroquet en fait. C'est le perroquet de la famille qui en fait dit le nom de l'assassin, ou je ne sais plus, il y a quelque chose autour du perroquet, c'est plus du tout la fenêtre. Et donc on sent bien le désaveu symbolique de Maurice Renard envers le merveilleux scientifique. Je passerai vite simplement vous signaler la question de l'octogramme, cette fameuse théorie fumeuse qui voudrait que, alors il faut que pas mal de conditions soient réunies, mais si la lumière est beaucoup plus vive que ça, vous avez peut-être un chandelier près de vous, je vous tue, je suis bien en face de vous, vous avez l'œil écarquillé et vous retombez en arrière et je fais attention aux lumières autour de vous, et bien par chance mon portrait sera imprimé sur votre rétine. Et ça on y croyait, figurez-vous, jusque dans les années 1970 en Allemagne, il y avait des tentatives de faire des impressions de rétine. Alors évidemment c'est totalement faux, ça ne fonctionne pas, mais la raison pour laquelle on y croit, l'une des raisons en tout cas, c'est qu'on commence à mieux comprendre la physiologie oculaire, et notamment Kuhn et Boll théorisent respectivement et découvrent le pourpre rétinien. Et qu'est-ce que c'est le pourpre rétinien? Eh bien tout simplement c'est la protéine que vous avez dans votre œil qui blanchit au contact de la lumière et qui de fait permet à votre œil de fonctionner un peu à la manière d'un laboratoire photographique. Et évidemment quand les romanciers découvrent ça, eh bien, on va avoir quelqu'un comme Villiers-Villadan. Il va réécrire son roman ses aventures de Triboulat Bonhomet et Claire Lenoir, parce qu'avant c'était beaucoup plus symbolique, et ensuite il va utiliser l'explication du pourpre rétinien parce que ça donne enfin tout simplement une assise crédible à son récit. Donc là je vous ai mis différents exemples où il y a des octogrammes qui entrent en jeu, et ce qui est intéressant dans L'accusateur de Jules Claretie notamment, c'est que Jules Claretie, eh bien, un petit peu comme cette suspicion des images qu'on avait vues avec la lecture des pensées, il nous dit c'est pas si facile. Dans L'accusateur, par exemple, notre victime, elle a sa rétine imprimée, ça fonctionne, le procédé, mais elle tenait avant de mourir l'image de son meilleur ami. Et donc il est injustement mis en prison, alors qu'en fait, tout simplement, le mourant regardait le portrait en se disant « dernier regard pour mon meilleur ami ». Et donc on voit bien que, je vais utiliser un mot un peu barbare, mais c'est ce qu'on appelle des images achéropoïètes, en fait. C'est des images non faites de main d'homme, des images où l'homme n'est pas intervenu dans leur création. On pourrait croire qu'elles disent le vrai, qu'elles sont purement, vous voyez bien, objectives, et en fin de compte, on se rend compte, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup intéressé en fait chez ces romanciers-là, il y a une crainte de l'image qui peut dire le faux, il y a une suspicion de l'image. Et là, on n'aura pas le temps, mais c'est très intéressant en tout cas de replacer les octogrammes dans une histoire de la forensique, de la photographie judiciaire, parce qu'au même moment, on a le bertillonnage, on a l'anthropométrie criminelle, on commence aussi à utiliser l'entomologie sur les cadavres. Enfin, il y a vraiment une histoire, vous voyez, de rationalisation du crime. Et en fin de compte, nos romanciers nous disent ça ne fonctionne pas de manière aussi simple que ça. Je vous dis simplement deux mots là-dessus pour qu'on garde du temps sur les questions. Il y a une autre thématique qui est intéressante d'observer en lien avec la métapsychique, c'est voir l'au-delà, sans A majuscule, parce que précisément l'au-delà, c'est pas forcément le monde des esprits, ça peut être aussi le monde voisin autour de moi, et cette idée qu'en fait c'est pas les microbes qui m'annihilent, c'est des créatures bizarres que je vais distinguer grâce à un dispositif extrapolé. Alors là, encore une fois, il faut se remettre dans un contexte d'époque, c'est notamment l'optique physiologique qui est passée par là, et notamment les écrits de quelqu'un qui s'appelle Hermann von Helmholtz, qui va notamment être l'inventeur de l'ophtalmoscope. Si vous êtes allé, je pense je suis très bien, on est beaucoup de myopes ici, je vois qu'on a tous des lunettes. Quand on vous fait votre fond de l'œil, c'est un ophtalmoscope qu'on utilise, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre œil par un système de lumière. Et donc là, je suis en train de vous montrer tout simplement ce qu'on appelle des phénomènes entoptiques. C'est-à-dire des phénomènes qui n'existent pas dans le monde réel, qui existent simplement dans votre œil et qui vous illusionnent. On a tous fait déjà l'expérience, je pense, quand on regarde le bleu du ciel, de voir des petits vers qui s'agitent. Non, en fait, c'est les leucocytes à l'intérieur de votre œil, c'est des débris, par projection, vous avez l'impression que c'est dans votre monde à côté de vous. De la même manière, si vous mettez une lampe torche près de votre œil, vous voyez des petits capillaires, c'est tout simplement vos vaisseaux sanguins. Et si vous vous frottez l'œil, vous savez, le nerf optique, il n'a pas de sensation de douleur. Donc c'est des impressions lumineuses que vous allez voir, mais elles ne sont pas ici autour de vous, elles sont liées au frottement du nerf optique. Donc tout ça, c'est des phénomènes entoptiques. Si vous avez une hémorragie dans l'œil, phénomène entoptique. Et ça intéresse beaucoup nos auteurs du roman merveilleux scientifique. Parce qu'en fait, ils se rendent compte du potentiel métaphorique de ce monde voisin qui est tout autour de nous, et ils vont développer la question de la cécité à de multiples reprises, et ça évidemment c'est très lié au fait qu'on sort de la Première Guerre mondiale, les gaz moutardes sont passés par là, les bouts d'obus sont passés par là, et donc on a beaucoup de récits dans lesquels on essaye de rendre la vue à des personnages estropiés lors de la guerre, et évidemment un des textes iconiques c'est L'homme truqué de Maurice Renard, dans lequel notre héros Jean Lebris, il reçoit des électroscopes à la place des yeux, et c'est assez intéressant, on a déjà un discours sur l'homme augmenté avant l'heure, aujourd'hui on parle
c'est plus tellement le sujet à la mode, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de post-humanisme, de transhumanisme. Et Jean Lebris, précisément, il est réparé, mais il est augmenté. Il peut voir, mais il voit d'une autre manière. Il voit tout simplement les corps nerveux des personnages qui l'entourent. Là, vous voyez, ce sont ces infirmiers qui sont vus uniquement par des filaments nerveux. Et là, on n'a pas le temps, mais c'est tout à fait intéressant de se rendre compte que Maurice Renard, il a sans doute été influencé notamment par l'intérêt de l'art abstrait à l'époque. On avait des gens comme Kupka, comme Kandinsky, qui réfléchissaient effectivement sur la vibration, sur le monde invisible, de l'électricité autour de nous et de tout simplement la manière dont ça pouvait inspirer les créateurs, les romanciers, les illustrateurs et les peintres. Et donc de fait, c'est évident que là, Maurice Renard s'interroge sur d'autres manières de percevoir le monde, d'autres horizons perspectives. Et surtout, là, ce que vous voyez sur la couverture, alors ça rappelle un peu les espèces d'orbes sur lesquelles on a eu pas mal d'écrits, notamment de Baraduc, mais en fait, tout simplement, ce sont des espèces de créatures qui logent peut-être dans des interstices autour de nous et qui nous tuent. Ce n'est pas les microbes, ce seraient ces orbes, selon Jean Lebris. Ça, je saute. Voilà, comme ça, j'aurais respecté plus ou moins le temps. Alors, vous voyez que là, on a fait un voyage express ensemble dans le merveilleux scientifique. Il y a tout un tas de thématiques que je ne vous ai pas évoquées. J'aurais pu vous parler d'astronautique, j'aurais pu vous parler d'extraterrestres. C'est une thématique qu'on retrouve souvent, l'invasion extraterrestre. Alors, évidemment, c'est très lié à Wells et à sa guerre des mondes, mais il y a tout un tas d'autres manières d'imaginer l'altérité, qui est un thème assez récurrent dans le merveilleux scientifique et qui n'a pas forcément besoin de l'entremise d'extraterrestres. Ça peut être l'humain qui devient en fait étranger à soi-même, et c'est vraiment une question quasi ontologique et philosophique qui revient encore et encore et encore. Et je ne vous ai pas parlé du docteur Lerne de Maurice Renard, mais c'est sans doute vraiment un des textes exemplaires de Maurice Renard qui vraiment montre comment on peut devenir étranger à soi-même. Si je prends votre cerveau, je vous mets dans un taureau, et vous n'êtes plus humain et vous appréhendez les sens d'un taureau. C'est vraiment un roman assez exemplaire à cet égard. Et puis par exemple la fin des mondes, la fin du monde. Est-ce que c'est la fin du monde ou la fin d'un monde? Ça c'est une question qui est déjà très présente dans tous ces imaginaires. Rejouer les mythes du déluge et puis comment est-ce que l'humanité va disparaître et surtout qu'est-ce qu'on laisse après nous? Si vous avez déjà lu quelqu'un comme Ronnie Henné, il se pose beaucoup la question des cycles et notamment peut-être la nécessité de laisser la place à autre chose. La mort de la Terre est un roman très mélancolique là-dessus où effectivement notre héros à la fin décide de se laisser mourir pour laisser la place à une autre espèce. Donc voilà, j'aurais pu vous dire beaucoup plus d'autres choses, il y a beaucoup d'autres thématiques, mais l'idée c'était vraiment de circuler ensemble. Si vous voulez approfondir, quand j'avais fait une exposition sur le sujet à la Bibliothèque nationale de France en 2019, j'avais fait une bibliographie, et vous pouvez la trouver en ligne sans souci, en tapant bibliographie, BNF, merveilleux scientifique. Et cette bibliographie, elle a l'avantage d'utiliser Gallica, et donc de donner accès à des ressources en accès libre. Et vous n'avez qu'à cliquer sur les hyperliens que j'ai mis. Alors j'ai pas pu tout mettre, ça aurait été des pages et des pages, mais vous avez déjà des sélections assez précises, et ça vous permet d'aller lire dans leur jus, à la manière des Parisiens du XXe siècle, en regardant par épisode, en ayant le cliffhanger à la fin de chaque feuilleton, et puis surtout d'appréhender un peu l'espace médiatique de cette époque. Vous pourrez trouver aussi pas mal de podcasts divers et variés, d'interviews que j'ai pu donner sur le merveilleux scientifique. Mon essai, effectivement, Voir l'invisible chez Chambalon, qui reprend en substance ce que je vous ai dit en évoquant tout un tas d'autres phénomènes. Et si le sujet des fakirs vous intéresse plus précisément, je publie le 9 octobre un essai sur fakir de l'homme de douleur au gourou. Et c'est toujours le XXe siècle très bizarroïde, où je m'intéresse aux franges scientifiques et j'essaye de comprendre pourquoi les fakirs en fait avaient très bonne presse à l'époque, pourquoi on se poussait en fait en soirée, on allait voir les fakirs, c'était vraiment le phénomène absolu. Et qu'est-ce que ça nous dit effectivement? Érotisme, violence, dolorisme, christianisme, ça rebat un peu les cadres. Donc voilà, si ce sujet très étrange vous intéresse, il y aura des choses qui se passeront en octobre. Et qu'est-ce que je vous conseille ici de lire à la Bilipo? J'ai fait une petite sélection rapide. Les 3 yeux de Maurice Leblanc, je pense que c'est une bonne lecture, dans laquelle on a... non, il ne faut pas que je vous spoil. Il y a des images bizarres qui apparaissent, on essaye de comprendre d'où elles viennent. Voilà, des images du passé. L'homme qui voit à travers les murailles, il n'y a aucun risque, le titre est ultra explicite, c'est Guy Taramon, un auteur que j'aime beaucoup. L'homme truqué de Maurice Renard, je pense que c'est un très bon point d'entrée, mais je vous ai parlé aussi du docteur Lerne, Le Péril bleu, je pense que tous ces textes sont des textes majeurs et qui ont extrêmement bien vieilli. L'autobus évanoui, il y a d'autres titres de Léon Groc, j'en ai trouvé moins à la Bilipo, donc c'est pour ça que je vous recommande celui-là, où il est question de télépathie, de contrôle de la pensée. Vous avez les aventures, elles sont tellement rares, on a tellement de la chance de les avoir à la Bilipo, le Sar d'Hubnotal,
très dur à trouver. Si vous voyez, c'est facile. Alors ne les achetez pas, parce que justement, moi, je vais les acheter. Mais si vous avez... Voilà, pas sur eBay, laissez-moi la primeur. Mais si vous les voyez en brocante ou autre, prenez-les. Ils sont introuvables. Ils ne sont pas réédités. Et c'est des aventures d'un drôle de fakir, un peu détective de l'occulte. C'est vraiment des histoires très chouettes. Et puis Gustave Le Rouge, c'est aussi, je pense, un auteur à lire absolument. Par exemple, vous pouvez aller lire ses feuilletons du mystérieux docteur Cornelius. Cornelius, c'est un savant voilà, assez séduisant, assez machiavélique, qui est un spécialiste de la carioplastie. Donc il aime remodeler les chairs. Donc voilà, je vous conseille vraiment. Et il me semble de mémoire que France Culture avait enregistré en podcast différents épisodes lus par un romancier, par un homme de théâtre, une femme de théâtre, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas à aller écouter voilà, comme une histoire, aller redécouvrir des aspects de ce romancier. Et surtout, allez chez votre libraire, commandez en ligne. Il y a tout un tas de micro et d'auto-éditions qui font un travail énorme en fait pour participer à la redécouverte de ces textes. Alors pour ce qui est plutôt de la recherche universitaire, on va avoir effectivement le Rocambole, qui est vraiment la revue de référence sur tout ce qui touche au populaire dans son ensemble. Là, je vous ai mis, et je sais qu'il est effectivement à la Bilipo, le hors-série sur Maurice Renard, mais il y a tout un tas d'autres numéros qu'il faut que vous lisiez. Il y a par exemple la collection Terre de Brume, qui a réédité Le Décapité vivant et autre histoire d'Octave Béliard. Vous avez chez les Moutons électriques, vous avez chez les Orpailleurs, vous avez aussi Bibliob, vous avez tout un tas d'initiatives. La Porte Ouverte, que je vous ai mise au milieu, qui est un blog, un site qui publie tout un tas de textes en accès libre, ArchéoSF aussi. Et alors là, pour l'instant, je n'en ai publié qu'un seul, mais je dirige la collection Fantascope chez l'Arbre Vengeur et elle a pour mission voilà, de faire redécouvrir des textes du merveilleux scientifique. Donc le premier titre, c'était Les petits hommes de la pinette d'Octave Béliard. Et le prochain titre, alors il faut simplement que je m'y mette et que j'écrive la préface, mais c'est un texte que j'aime énormément, c'est, j'ai toujours du mal avec le titre, c'est Le gratte-ciel des hommes heureux de Lucien Corosi, qui est un texte fascinant, enfin, énormément d'actualité, qui nous parle d'un immeuble-ville dans laquelle vit une population insouciante et on a un trublion, Berkeley Junior, qui se dit « moi je veux sortir, je veux voir le monde extérieur ». Je ne vais pas vous raconter, mais en tout cas c'est un texte qui m'a énormément ému, il est incroyable, il est très beau et en fait il nous raconte Brésil bien avant l'heure et en plus de ça par un auteur qui a juif hongrois qui culpabilise à l'idée de n'avoir jamais été envoyé au camp et qui porte sur ses épaules voilà, cette histoire. Donc voilà, je ne sais pas quand il paraîtra, mais voilà, j'espère que vous aurez plaisir à lire parce que moi c'est vraiment un texte c'est une vraie rencontre avec un texte qui m'a beaucoup ému. J'ai un peu trop parlé, excusez-moi, ça fait 1h10, j'avais dit 1 heure. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Il n'y a pas de... La moindre question, je suis preneuse. Merci.